Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, je déplie mon cœur tel un parachute et je vous laisse y entrer. Voici le concept Délivrez-vous, un concept d'émission parachute qui vous propose le livre, la lecture, l'amour pour l'altérité. Aujourd'hui, pour cette sortie Délivrez-vous, nous aurons deux invités. Le premier invité s'appelle Kadji Rolf. Il est poète à 16 heures, normalien supérieur en puissance, animateur de radio, animateur d'une émission autour du livre. Kadji Rolf, bonsoir, bienvenue à Délivrez-vous. Bonsoir d'Angelo Néard, je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Et puisque moi, je conçois Délivrez-vous comme une émission, je dirais, l'émission par excellence pour se délivrer. Pour moi, Délivrez-vous à la place de Délivrez-vous, j'ajoute Délivrez-vous. Je suis très content d'être là pour parler littérature afin de partager ce qu'on appelle un brin d'humanité. Mais oui, le plaisir du texte. Mais déjà, il y a un pronom qui est interdit sur ce plateau. C'est le pronom « vous ». Ah oui, on va se tutoyer là. On aime tellement Prévert qui aimait dire « je dis tu » à tous ceux que j'aime. Même donc, si je ne connais pas dans Barbara. Kadji Rolf, est-ce que tu as toujours lu dans ta vie ou tu as eu un coup de foudre littéraire à un moment T? Je ne veux pas dire que j'ai toujours lu dans ma vie. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle l'historicité de mon goût, comment dirais-je. Il faut donner à la jeunesse ce qu'on appelle ce goût à la lecture. Mais ça a commencé un jour, un beau jour. Mais je vais dire que j'ai commencé à écrire avant que j'ai commencé à lire. Mais malheureusement, c'est ainsi. J'ai commencé à écrire. Et à Jérémie, là où je suis né, où j'ai été élevé, ma ville natale, ma ville adorée. Le cliché qui veut que Jérémie soit la cité des poètes. Et ça m'a aidé, même quand c'est un cliché, ça m'a aidé. Parce que je suis élevé à Jérémie, on m'a appris que Jérémie, c'est la cité des poètes. Et je me suis dit alors, je suis poète. Ouais. Et j'ai commencé à écrire. Poète par procuration, par procuration, j'ai commencé à écrire et ma ville me prend comme poète. La jeunesse de ma ville, on m'appelle poète, petit poète, et j'ai commencé à écrire. Et un jour, j'ai croisé un jeune homme, bon orateur comme toi d'Angelo, qui s'appelle Ebenezer Dubré. Et il m'a dit, mais tu sais mec, tu peux écrire. Et je t'invite à la bibliothèque, au Centre culturel de Madouin. Et c'est ainsi. Et au Centre culturel de Madouin, j'ai rencontré Caldwell Apollon, Ronald Sanon et spécifiquement Evans Wesh, qui n'était pas Evans Wesh qui... écrivain installé maintenant, mais carrément. qui était déjà un jeune homme bourré de talent. Evans Wesh m'a aidé et il m'a dit que tu peux écrire. Était-il déjà dentiste à l'époque? Il était dentiste, il vient à Jérémie il était responsable de bibliothèque, opérateur culturel, et c'est Evans Wesh qui était ce qu'on appelle mon premier mentor. C'est là que j'ai commencé à lire. Mais j'ai commencé à lire d'abord de la poésie. Parce que Jérémie, on a tendance à lire. Parce que j'allais justement te poser cette question. Comme aurait dit notre bonne amie Amélie Nothomb, cette pompe à roman, un roman par année, des fois 2 par année. Est-ce que tu as comme ça en tête le vers qui constitue ton coup de foudre littéraire? Est-ce que j'ai le vers qui s'est révélé à toi comme une entité parfaite? Tu t'es dit, mais c'est donc cela la poésie, cette possibilité de palper l'essence de l'existence? La question est un peu gênante. Je dirais quoi? C'est comme si tu allais me demander, Kadji Rolf, quel est ton roman ou quel est ton livre préféré? J'ai commencé à lire de très tôt, mais je ne me suis jamais posé cette question-là. Tout comme on ne s'est jamais posé la question du temps. J'ai commencé à lire, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai commencé à lire de la poésie et après, je lisais d'autres textes. Haïtien ou étranger? Haïtien et étranger, j'ai commencé à lire d'autres textes. Enid Blyton, le clan des 5, le clan des 5, le clan des 7 d'Enid Blyton. Et puis à Jérémie, j'ai commencé à lire. Je crois que mon premier poème
Le premier poème que j'ai adoré, c'est Nietzsche de Osan Camille. Ah. Je ne l'ai adoré pas parce que... Tu n'avais pas 16 ans. Genre, toi qui disais venir du Danaki, que Que des des blancs blancs pervers, pervers. qui avaient Daniel de whisky en Soudan, c'est une fumée de Casablanca. C'est pas que le poème m'a intéressé vraiment, parce que j'avais pas l'habitude de lire de poèmes, j'avais l'habitude d'écrire. Mais il y a Eddie Cavey qui a écrit un livre qui s'intitule de La mémoire de Jérémie. Et dans ce texte-là, Eddie Cavey parle de ce qu'on appelle la nouvelle ville, pour dire qu'à Jérémie maintenant c'est une nouvelle ville, les jeunes ne lisent plus. Et ça m'a dérangé, ça m'a bouleversé. Et il a dit, lors de sa génération, lors de sa prime enfance, tous les jeunes de la ville lisent à l'époque Nietzsche de Osan Camille. J'étais en 8e alors, je me suis dit, pourquoi ne pas lire Autant se taper Nietzsche de Osan Nietzsche. Camille. Et Mais- j'ai commencé à lire Nietzsche. Alors, il faut dire que tes poèmes sont publiés dans plusieurs recueils collectifs. Ouais. Là, j'ai en main Des mots pour nourrir la vie. C'est un titre qui m'a bien interpellé par rapport, si tu veux, à la mission de l'action poétique. Est-ce que cette chose-là, cette belle dame-là qu'on appelle poésie, serait faite pour nourrir la vie? Pour nourrir la vie. Quand on me pose une question sur la poésie, j'ai du mal à répondre. Parce que je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est mon genre de prédilection. C'est le genre que j'aime plus. Mais je disais souvent, c'est pas moi qui... Tu diras pourquoi après, continue. C'est pas moi qui ai inventé que la poésie, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Bon, on le dit à chaque seconde, c'est ce qui nous rapproche de toute divinité, même quand je ne suis pas chrétien. Mais je crois que la poésie... Là, c'est compliqué pour moi, hein, parce que Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Oui, même quand je ne suis pas chrétien. Mais la façon dont les chrétiens conçoivent Dieu, c'est au sens-là que je dis que je ne suis pas chrétien, ou que la poésie nous rapproche de Dieu. C'est Dieu-là dont nous parle le chrétien. Moi, je dirais que la poésie, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Puisque c'est ce qui nous rapproche de Dieu, de toute divinité, la poésie, c'est cette chose-là qui est là pour nourrir l'âme, nourrir l'esprit, et fermenter l'esprit, aiguiser les consciences. Mais Kajirolf, là, tu vas te faire des ennemis. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire à ceux-là qui rejettent d'un revers de main tout discours mobilisant un arrière-monde qui serait à l'origine de ce monde-là? Il y a des gens qui disent, à qui tu dis Dieu, ils vont te dire non merci. Et malheureusement, j'en suis un. Ah non, mais il faut que tu saches que je ne suis pas chrétien aussi. Quand on me dit Dieu aussi, je dis la même chose. Je dis Dieu pour répéter les chrétiens. Parce que quand les chrétiens parlent de Dieu, ils parlent de Dieu avec ce qu'on appelle une ferveur, avec une croyance, un amour. Je parle de la poésie en ce sens, pour dire que j'ai le même amour pour la poésie. Ça veut dire que je suis chrétien. En fait, La poésie nous rapproche de Dieu. L'idée serait, oui. tu aimes la poésie autant Autant que les chrétiens aiment Dieu. C'était ça. C'est pour C'est pas que j'aime Dieu. qualifier ton amour, Oui, mon montrer amour sa pour la force et sa poésie. ferveur. Parce qu'un chrétien qui écoute l'émission, ou qui regarde l'émission, Je il va comprends, dire quoi? comme tu es à la radio. Ah, oui, il va dire quoi? Ce mec-là aime la poésie autant qu'un chrétien aime Dieu. C'est ça. C'était Est-ce qu'il y a ça, des l'histoire. vers que tu martèles tous les Ah, jours? il y a des poèmes que je connais entièrement. Allez, Il y a des poèmes que je prends connais. le risque, vas-y. Bon, je vais commencer. Quelquefois, je redeviens mortel, mon amour. Accessible. Ah, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux, Pour rattraper rattraper le soleil au pas de soleil. course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots, te Et te parler avec parler. des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train, traîne une bouée de tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi. Raconte-moi ta vie, mais comment raconter? Là, je Les parle de mots gens sont fous. qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des mannequins de scie au ralenti. D'une Ah, ville mais à- comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre, témoin oculaire d'un temps qui n'est pas son dernier repas de cannibale? Là, je Malheureusement, cite Georges Castuera. malheureusement, il n'est pas en charmante santé par les temps qui Malheureusement, courent. j'ai déjà. Mais bon, quel poète. Le club signé a visité Georges Castuera 2 fois pendant sa maladie. Ah, tu là. dis comme les Français, tu dis Castera. Oui, Castuera. Et pendant sa maladie. Et je trouve que le pays va perdre quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Moi, c'est ce que j'appelle une masse esthétique. D'ailleurs, c'est un poète, et à la fois poète en français et en créole. Et bien, franchement, Georges Castuera, c'est créole et français. C'est une personne qui a 2 langues dans sa Quand bouche. tu as la même Parce que élégance, la même Quand je finesse dis dans le Georges Castuera en propos. français, on va dire, mais il n'a pas écrit en créole ce type. Mais comment ne pas dire? Moi qui t'en couille un réel roche qui pas mené aucun côté. Un petit chimé découpé dans les potes, petit tout fragé. Côté pétadab, je la go caché. Chérie, on t'a pris un cœur sur mon gauche moins pour me battre en caille chamotte. Ça, c'est pas mal. Hein? Mais c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Mais c'est pas uniquement Georges Castuera. J'aimais la poésie en général.
Tu sais quoi, D'Angelo? Moi, j'ai aimé la littérature en général, les arts, la peinture aussi m'a marqué, la musique, la grande musique. D'ailleurs, c'est Nietzsche qui eut à dire qu'une vie sans musique est tout simplement une erreur, un exil. Et moi-même, j'ai aimé la littérature, j'ai aimé les arts. Je trouve que s'il y a quelque chose aujourd'hui qui fait valoir le pays à l'étranger, c'est les arts. Oui, La absolument. peinture haïtienne, la littérature haïtienne. Et nous avons de très, très, très grands écrivains. Mais il faut s'en être fier. Mais malheureusement, les Haïtiens, et malheureusement, c'est ça, il y a d'autres modèles qu'on les donne, surtout les Oui, jeunes. des Et fois on pourtant, glisse il faut dire à vers ces la jeunes-là, facilité. oui, la facilité, la stupidité, la cupidité, mais il faut dire à ces jeunes-là, il y a d'autres modèles à convoiter. Parce que comment ne pas aimer Paul Éluard dans la capitale de la douleur? Pourquoi je dis ça? Quand j'étais venu à Port-au-Prince à 18 ans, quelques mois, je venais de Jérémie, là, pour entrer à l'université, à la faculté des sciences humaines et à l'école normale. Je me suis dit que Port-au-Prince va me devenir ce qu'on appelle une capitale de la douleur. Et la seule chose qui empêche que Port-au-Prince me soit devenu cette capitale de la douleur, c'est la littérature. Parce qu'il y a des gens comme toi, il y a des gens comme Marc-Xavier que j'ai rencontré, il y a Jean Cajou, là, avec qui je fais du théâtre. Il y a tant de personnes, tant de grandes têtes dans ce pays-là qui nous ont aidés. Il y a Centre culturel à Raqqa, il y a d'autres bibliothèques, la Focale, d'autres centres culturels. Et on s'est dit que le pays, cette communauté qu'a dit dans tous les guillemets, il n'est pas péri, il n'est pas fini. Ouais. Il y a encore des hommes, il y a encore de la poésie. J'ai aimé la littérature en général. Je vais passer, comment dirais-je, toute la journée, là, même 2 jours, 3 jours, à parler des œuvres que j'ai lues, à parler de littérature. Mais je crois que la poésie, c'est mon genre préféré, mon genre de prédilection. D'ailleurs, je vais aussi citer Georges Casturat, je peux aussi citer par cœur volontiers d'autres poètes français. Il y a une phrase Français et d'autres poètes magnanime, américains. une phrase magnanime qui me touche quand je t'entends parler de poésie avec cette passion et cette ferveur pour la chose poétique. La poésie est à la vie ce qu'est le feu au bois. Wow. C'est une phrase de Paul Valéry. Paul Valéry. C'est une phrase qui porte une vérité générale Paul Valéry, sur le tu sais. déploiement du fait poétique. Parce que la poésie, au fait, elle est faite pour ça. Elle nous permet non seulement d'explorer toutes les possibilités du langage, mais en même temps, elle nous permet de saisir l'essence de la vie. Parlant de Paul Valéry, vous avez parlé tout à l'heure de... Pas de vous, s'il te plaît. Ah, tu as parlé tout à l'heure des vers qui nous interpellent. Moi-même, j'ai un vers de Paul Valéry qui m'a interpellé. C'est un vers d'amour, où il dit à la femme d'un charme, Paul Valéry d'un charme, « J'ai vécu de vous attendre et mon cœur ne tait que vos pas. » Et c'est quoi? J'ai vécu de vous attendre et mon cœur ne tait que vos pas. Il y a tellement de poètes. C'est ce que j'appelle une entité langagière parfaite. Mais Mais il y a tu aussi écris aussi. ce type-là que Lionel aime beaucoup. Et Lionel a cité ce poète-là, comment dirais-je, pas à la préface de son livre, La Belle Amour humaine, non. Mais c'est dans ce texte-là, c'est un texte, c'est ce poète-là qui a dit « Mais en vérité, je l'attends, avec mon cœur, avec mon âme. Et sur le pont des revient-temps, mais si jamais revient cette femme, je lui dirai, je suis content. » Guillaume Apollinaire, Ouais. le fameux grand auteur Guillaume. d'alcool. Mais toi, tu écris aussi. Oui, j'ai écrit. Tu nous ponds sans pain, sans argent. Je bois ce poème de vin, de vinaigre et de sang. Ce poème bondé de malentendus. Avec la mort, je joue, cercueil d'argent, encre brûlée. Oh, ce poème me prend par la gorge, m'entraînant à la rue de l'enterrement. Mademoiselle, conte-moi la rue Vaillant et la violence qui pérennise. Une ville cherche son nom dans la mémoire d'un mendiant. Moi, j'aime beaucoup la notion de poème bondé de malentendus. Est-ce que le poème, dans sa constitution, certaines fois, dans son vouloir dire, est-ce que le poème peut être encombré avec lui-même, dans le sens où le poème n'est pas arrivé à accoucher de merveilles? Et je dis ça spécifiquement pour dire que parfois le poème vous tracasse. Par exemple, le poème me tracasse, le poème me prend par la gorge carrément, le poème me tient par la gorge. Quelquefois, on a envie d'écrire quelque chose, de dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle ce besoin de dire là. Et le poème n'arrive pas. Une Ou du moins, intentionnalité littéraire. Et le poème arrive, et quelque part, le poème arrive, je dirais, avec violence. Le poème vous fracasse. Et là, je dis, je vois le poème de sang, de vinaigre, ce n'est pas n'importe quel poème. C'est un poème bondé de malentendus. Parfois, le poème vous encombre, ou le poème s'encombre lui-même. Ouais. Et tout ça nous permet de nous délivrer. Je dois dire qu'accessoirement, Kajirolf, tu es très impliqué dans un concours de lecture, si j'ai bien compris. Peux-tu rapidement nous dire ce qu'il en est? Oui, ce n'est pas vraiment un concours de lecture, c'est ce qu'on appelle le génie du livre, organisé par le Centre culturel à Raqqa. Et on est à la 3e édition, puisque je suis le coordonnateur du club signé.
au sein de la bibliothèque Araka, on est en train d'organiser ce concours-là. C'est un concours qui oppose les écoles. Mais je dis souvent aux jeunes qui ont participé à ce concours-là que le génie du livre n'est pas une guerre où l'on se tue à coups de fusil. Ouais. Parce que moi-même, je déteste la guerre. Parlant de la guerre, à chaque fois que je parle de la guerre, ça m'arrive en tête Jacques Prévert. Et je crois que c'est le poète qui a tué la guerre. Barbara. Dans Barbara, il a dit « Oh Barbara, quelle connerie, La guerre. » C'est pas uniquement Jacques Prévert qui a tué la guerre. Il y a aussi monsieur, dans Le Déserteur, ce poète français Boris Vian, Ouais. qui a écrit Le Déserteur pour dire Monsieur le Président, bon, je ne vais pas venir, tu sais. Ouais. Et si vous J'ai voulez jouer à la déserté. guerre, à la guerre, pourquoi Donc on du va coup, aller ce Du coup, j'ai concours pensé a à ça. lieu. C'est un concours, oui, à la bibliothèque Araka, au centre culturel Araka d'abord, mais on va l'étendre à d'autres lieux et comment dire, Gymnasium Vincent ou autre. Vous avez des partenaires, les écoles Il y gagnantes a auront des jusqu'à primes. maintenant, il y a jusqu'à maintenant un partenaire, c'est la C3 Édition. Et je salue Fred Brutus qui Salut écoute, Fred, qui est un quand bon même, ami, délivrez-vous. Coucou et Fred. l'émission, et qui nous a aidés franchement. Et il faut dire que Génie du livre a raté 2 années parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y a pas de prime à donner aux jeunes. Et Fred nous a aidés en ce sens. Et nous attendons aussi jusqu'à maintenant d'autres partenaires. Ouais. Mais c'est une activité que je trouve louable. Pas, ne serait-ce que je sois coordonnateur du club, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est ce qu'on propose aux élèves. C'est un concours, il y a 3 catégories de questions. Il y a les questions de littérature, il y a les questions de connaissances générales, et il y a aussi les questions, pas les questions, il y a le débat tiré à partir de l'un de ces ouvrages-là, et parmi lesquels on peut citer, et de ces auteurs spécifiquement, et ainsi par la langue de Jean-Baptiste Moss, Jacques Roumain, Frédéric Marcelin. Ah et oui, aussi ça crée tout un chantier de discussion. Nous sommes à l'embrasure de cette conversation. Kadji Rolf, je voudrais que tu proposes un livre à un jeune garçon qui a 19 ans, qui regarde Délivrez-vous. 19 ans. Un seul livre que tu lui proposes. L'âge est très, très, très intéressant dans ce cas. Et je vous propose, ou je te propose, mon ami, mon cher ami qui regarde l'émission, Mon bel oranger, de l'écrivain brésilien José Mauro de Vasconcelos. Ouais, Mais je trouve que c'est beau. ouais. Mais j'aurais pu aussi te proposer. Il n'y a pas longtemps, on en a J'aurais pu aussi parlé te avec proposer La Grégory Belle Amour Alexandre. humaine. De Ça Lionel dépend, Trouillot, pourquoi pas. ça dépend de, comment dire, du lecteur. Parce que La Belle Amour Et humaine. de son tempérament et de son lecteur. tempérament de lecteur. Kadji Rolf, merci pour cette conversation. Merci d'Angelo. Je suis très content. Je salue tous les gens qui ont regardé là. Je trouve que c'est beau. On pourrait revenir à parler d'autres choses, de littérature, de romans qu'on a déjà Mais oui, lus. ce n'est que etc. partie remise. Mesdames et messieurs, restez toujours sur ce plateau. Une émission du livre, pour le livre et par le livre. Vous vous dites, mais est-ce qu'il rappe? Mais non, il ne rappe pas, il ne va pas oser. Mesdames et messieurs, le temps de votre première respiration dans cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, deuxième séquence Délivrez-vous et permettez sur ce plateau que nous donnons la parole à une star de la télévision. J'imagine que vous étiez nombreuses et nombreux à regarder Carte postale sur vos écrans. Alors, pour cette sortie Délivrez-vous, nous allons découvrir Gaspard d'Aurélien, qui est aussi Monsieur Miss Anaïs, mais dans une posture tout autre. Il sera poète ce soir à Délivrez-vous. Il va même s'appeler Bleu d'aurore. Permettez que je vous montre des choses. La feuille blanche aveugle, mon crayon aussi. Pas de gerbe mots. Mes mots nouent mon cœur. Les mots se taisent sur tous les murs absents. La parole se signe au nom de l'amour, du cœur et du rêve. Amen. Gaspard,
J'ai envie de te dire Amen pour te recevoir. J'aurais été content que tu dises Amen dans le sens où tu croirais que Amen, c'est un thème religieux qui renvoie à Dieu. Toi, Mais c'est pour te provoquer. J'ai entendu tes discours. Dieu et toi, ça ne fait pas beau ménage. Oui, on ne s'entend pas trop. Mais moi, je m'entends avec une chose que tu adores qui s'appelle la poésie. En effet. Cette chose-là, ça fait longtemps qu'elle brille dans ta vie? Depuis, j'étais en classe de troisième. Dès que j'ai fait connaissance avec la littérature, j'ai été comme happé par la poésie. Ouais. Donc, j'ai commencé à écrire en troisième et puis voilà, je n'ai plus jamais arrêté. Ouais, alors Bleu d'Aurore, c'est sorti en 2009. C'est une écriture très moderne, je trouve. Est-ce que tu t'es dit, pour toi, la poésie contemporaine se doit d'adopter cette signature contemporaine et moderne? Moi, j'estime que la poésie ou écrit ou l'art en général est synonyme de liberté. Et les restrictions qu'on avait dans le temps avec les textes à bout rimé, les textes métrés, etc., c'était comme brider l'élan de création. Et avec la poésie moderne, on a toute cette liberté d'écrire ou de s'exprimer comme on veut. Et moi, j'ai adopté la forme, ou du moins l'informalité de la poésie moderne, qui n'a pas de forme, qui est justement l'incarnation de ce que peut exprimer un poète, quelqu'un qui, dans son cœur ou bien en soi, porte un monde. Comme l'a dit, j'en rappelle plus de ce nom. Mais c'est bien, hein, porter en soi un monde. Oui, la poésie, c'est porter un monde, c'est enfermer un monde en soi. Chaque homme a un monde enfermé en soi. Et la poésie, c'est peut-être l'ultime moyen ou le moyen le plus efficace pour peut-être l'exprimer. Bon, on va dire que c'est du nombrilisme poétique, mais... mais il faut appeler les choses par leur nom. Mais toi, Gaspard, tu as aussi la passion des péchés, il me semble, quand tu écris. Tu dis, j'ai péché ce matin, à l'aurore discret, au midi pétant, au crépuscule sourd, hier soir, 3 points de suspension. Est-ce que ton propos poétique n'est jamais à sa fin? Est-ce que tu penses que la poésie ne peut être finie comme propos? Jamais. Jamais, c'est un propos infini, justement. Et c'est un propos qui nous réveille et qui nous endort aussi. Et je ne me rappelle plus qui l'a dit, mais un poète, c'est quelqu'un qui... Alors, savoir écrire un poème, c'est savoir dire qu'il fait beau temps pendant qu'il pleut et dire qu'il fait beau temps alors qu'il pleut. Bon, j'ai bien dit? Oui, je pense. Oui. Je pense que tu l'as dit. Qu'il pleut pendant qu'il fait beau temps et qu'il fait beau temps alors qu'il pleut. Voilà. Donc, c'est ce paradoxe qu'il y a dans cette démarche d'écrire, d'expression infinie que j'adore dans la poésie. Mais je sens aussi dans ton écriture, Gaspard, beaucoup de mouvement. Je suis à la page 45, tu écris « Mon amour, sexe est un flirt, au vent du désir, passant comme une fléchette, dans l'œil de l'aiguille des torrides passions. Passion évincée par les démentes tentations fébriles, passion d'amour, passion de sexe, passion érotique, passion gisant sur le lit mort d'un vent désireux, de franchir avec son bâton de chair dure la minuscule issue d'une nature déshabillée par les forces d'une sensation nantie. » Tu en lis quoi? Mais c'est de la provocation. Tu fais l'amour, Gaspard. Non, oui. Il y a des moments spécifiques où j'écris. J'écris quand je suis hyper triste ou angoissé, etc. Et j'écris quand je suis hyper content aussi. Ouais. Mais quand je suis au bon milieu de toute situation psychologique ou normale, l'inspiration, ça ne vient pas. Parce que là, j'ai devant moi, même pas un poème, mais un rapport intime avec un être aimé. Mais je n'ai pas arrêté. Même mes poèmes les plus récents ont encore cette pointure ou bien cette sémence qui renvoie à l'érotisme, etc. Ouais. Voilà. Est-ce que ça rentre en résonance avec ton idée de l'amour? Là, je vais peut-être te taquiner. Tu dis quand même mon amour, sexe. Est-ce qu'un peu comme Schopenhauer, tu penses que l'acte sexuel détermine l'issue de la relation? Non, pas du tout. Mais je pense que
Toi, tu ne crois pas en Dieu, mais moi, si. Moi, je crois que le plus beau cadeau que nous ait fait Dieu ou la nature, si tu veux, c'est le sexe, par exemple. Bon, malheureusement, quand on le fait dans les conditions qu'il ne faut pas, Avant le mariage, c'est-à-dire les conditions qu'il ne faut pas, quand on le fait avec plusieurs personnes en même temps, quand on ne fidélise pas cet Gaspard, acte. c'est une déclaration de fidélité que tu fais à ta femme. Non, c'est un fait, je parle de fait. Non, c'est... Mesdames et messieurs, Gaspard d'Aurélien déclare sa flamme sur le plateau des Livrez-vous pour une femme toute magnifique que je croise comme ça sur Facebook. Ah ben, merci. Non, quand je parle de bonnes conditions, moi je crois que l'amour, pour être dans son essence, doit être exclusif. Là, je vais te taquiner, Gaspard. Vas-y. Est-ce qu'il n'est pas dans nos possibilités naturelles d'aimer plusieurs personnes en même temps? C'est Madame Morale qui nous brime, qui nous fixe dans une relation bilatérale. Aimer ou désirer plusieurs personnes en même temps? Je dirais Je ne sais pas. aimer. Non, mais aimer implique tellement de redevances, de devoirs. Je me demande si on se donne à plusieurs personnes, on va pouvoir remplir toutes ces conditions. Est-ce qu'on va pouvoir combler la personne? Parce que aimer, ce n'est pas juste satisfaire son désir de se sentir bien parce qu'on aime la personne, parce qu'on est bien avec la personne. Mais aimer aussi, c'est rendre la personne heureuse. J'imagine qu'elle est contente. Hein? J'espère. Tu réalises bien ton coup. Mais moi, je vais continuer à me promener. À un moment, tu fais d'eau, d'amour, d'infini. On a 3 vers comme ça sur une page des fois. Et c'est peut-être la suite d'un poème. Mais c'est la suite d'un poème, ouais, c'est quoi? Ouais, mais j'aime bien l'idée d'avoir que 3 vers comme ça. Ouais. Même si c'est une suite. Parce que des fois, la poésie mobilise de l'économie dans son déploiement. La poésie est hors le bavardage. C'est toi qui devrais répondre aux questions. je devrais faire l'inverse comme, Yasmine Chouaki avait fait avec toi. Hein. Ouais. Non, mais c'est tellement beau ce que tu as dit. Ouais, mais j'imagine que toi, de ton lieu de poète, tu mets en opération tellement d'excellents procédés poétiques qui me laissent sans voix. Je vais les lire avec beaucoup de plaisir. On va dire sur le pouce, mais avec beaucoup de plaisir. Ce texte qui est sorti en 2009. La bouche de mes yeux a avalé la lune. Je suis resté sur ça pendant quelques minutes, hein, je dois te le dire. La bouche de mes yeux a avalé la lune. Est-ce que ce vers, tu as des souvenirs de toi l'écrivant? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est des textes que j'ai écrits entre 98 et 2009. Ouais. Ouais, quand même. Oui, c'est à ma première année à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti que j'ai écrit ces vers. Mais j'ai été tellement happé par, par 2 poètes particulièrement. Et il y avait Willem Sédouard. Ouais. Et, qui nous a laissé malheureusement dans les conditions que l'on sait. Et Mac Xavier dans Soleil caillou blessé. Ouais. Ouais, j'ai lu d'une traite ces 2 textes et je crois que j'ai été infusé d'une inspiration de produire pendant plus de 3 mois. Hein. Oui, ouais. J'ai adoré Soleil caillou blessé. Tu as eu de la poésie pour ton compte. Il faut dire que là, tu ne portes pas de bleu, mais ton livre a pour titre Bleu d'aurore. Pourquoi le bleu? Qu'est-ce que le bleu porte comme symbolique qui t'a touché et qui t'a porté à le mobiliser dans le titre de ton livre? Je trouve que je ne savais pas quoi mettre derrière le bleu, mais je voulais que le titre ait du bleu. Mais le titre m'a été inspiré ou passé par Jean-Eiffel Milcé. Et c'est lui qui m'avait aidé à trouver la combinaison entre bleu et aurore. Mais pour moi, le bleu, ça me calme. C'est une couleur que je trouve assez profonde et inspirante. Et je trouve qu'un beau vert est bleu. Si je devais donner une couleur à un beau vert, je dirais qu'il est bleu. La vie est bleue aussi pour toi? Par exemple, notre boule bleue qu'est la planète, l'infini voûte qu'on appelle ciel est bleu. La mer, qui peut inspirer tant de peur, mais qui peut inspirer beaucoup de calme aussi, est bleu. Donc, je trouve que c'est une couleur très profonde.
C'est la couleur de la sérénité, le bleu. Exactement. Mais Et de la paix aussi. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'en écrivant, tu avais du bleu dans ta tête? Est-ce que tu pensais à cette couleur et tu t'es dit comment associer le plus que possible ma démarche poétique à cette couleur qui me happe à ce point? Puisque je t'ai dit que cette couleur, je la trouve très profonde, très significative. Bien entendu, elle m'a habité pendant toute la démarche poétique de ce recueil. Nuit d'ivoire, nuit puante, nuit parfumée, nuit silencieuse, nuit de pierre, nuit de silex, nuit de sexe, nuit noire. Quelle place tient le mot dans la poésie de Gaspard d'Aurélien? On sent que tu martèles le mot, on sent que tu fais confiance au mot, on sent qu'il est ton ami. La poésie, c'est un jeu avec les mots. Et je trouve que c'est peut-être que la plus belle création. De toute façon, c'est ce qui a marqué, si on est évolutionniste, si on ne croit pas que Dieu avait créé Adam et que dès leur création, il parlait, si on est évolutionniste, on dirait que, bon, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un fait que la plus grande évolution humaine a été le langage. Et les mots qui structurent le langage sont les matériaux privilégiés pour la poésie. Le jeu avec les mots, pouvoir plier les mots et les mettre dans sa poche ou dans sa tête. Et c'est l'élément de base pour la poésie. Et ce qui est intéressant avec la poésie, contrairement peut-être à d'autres genres littéraires, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec les mots. Et cette liberté que confère le jeu des mots de la poésie donne une place prépondérante aux mots dans ma démarche poétique. Ouais. Donc du coup, tu primes le mot sur l'organisation de la syntaxe. Oh, bien entendu, la syntaxe, je m'en balance, comme de l'an 40. On va continuer à explorer Bleu d'aurore. Tu dis, au travers d'une fenêtre fermée, je te contemple au prix d'une faraude tricherie. Les commissions de tes seins portent en extase mon épiderme. Tes lèvres onctueuses, enviées par mes dents de chiens enragés, portent les traits d'une tendresse inconnue. Mes yeux explorent le paysage de ton nombril. Je raffole de la silhouette de tes fascinantes cuisses. Oh, que j'aimerais à son sommet gicler mon venin. Est-ce que tu avais une femme en tête en écrivant ça? Ou c'était que de l'imagination poétique? J'avais une femme en tête, bien entendu. Et pour l'écriture de ce texte, pour la rédaction de ce texte, je me rappelle du moment, j'habitais à Mariani, il n'y avait pas d'électricité chez moi à cette période, mais, et il y avait un réverbère électrique exactement devant ma maison. Et j'ai mis ma table sous cette réverbère dans la rue, au coin de la rue. Je me rappelle du moment de rédaction de ce texte, c'était des environs de 8 ou 9 heures du soir. Je revenais de la faculté et j'avais en moi cet élan d'écrire. Et justement, j'ai pu pondre ce texte. Je me rappelle de ce moment-là. Tu as les seins là-dedans, tu as les lèvres, tu as le nombril, tu as les cuisses. Quelle zone du corps féminin mobilise le plus ta poésie? Si on te dit choisis une zone du corps féminin pour un poème, tu prends quelle zone? Sans être hypocrite? Oui. Bon, si je veux faire... Et elle te regarde. Non, si je veux faire bonne figure... ouais, amuser la galerie. Amuser la galerie de chrétiens, je dirais les yeux, mais sincèrement, c'est les seins. Je m'attendais à ce que tu dises le triangle des voluptés. Je n'oserais pas. Oui, à la télé, ça passerait mal. Hein. Mesdames et messieurs, Gaspard n'a pas parlé du triangle des voluptés. Nous sommes toujours avec lui sur ce plateau. Gaspard d'Aurélien qui a animé pendant un bon temps Carte Postale, que je regardais avec beaucoup de passion. J'étais tout jeune, tout enfant. Non, mais j'adore entendre les gens qui ont la même âge que moi qui me disent que j'ai rencontré quelqu'un au supermarché récemment qui m'a dit « Ah, j'étais tout petit quand je regardais Carte Postale. » Alors, moi, et quand tu regardes la personne, tu vois qu'elle a la même tronche que toi. Ah oui, mais ça veut dire que je suis très vieux, non? Bon, j'ai conçu, réalisé et présenté Carte Postale entre 2003 et 2006. Et ça fait un bon bout de temps, mais bon, j'étais assez jeune aussi. Ouais. Tu avais quel âge en 2003?
Maintenant, j'ai 38 ans. Je ne sais pas quel âge j'avais en 2003. Je suis nul en maths. C'est peut-être pour ça que tu t'es réfugié dans la poésie. Mesdames et messieurs. Oui, c'était un bel échappatoire. Ouais. Oui, parce que les maths et moi, ça ne colle pas. Comme toi, tu ne colles pas à Dieu. Oui, c'est... Mais les maths non plus, hein. Ils ne sont pas mes bons amis. Hein. Géométrie, trigo, ça ne va pas le faire. Hein. Gaspard d'Aurélien sur le plateau Délivrez-vous, Bleu d'Aurore, sorti en 2009, qui est toujours disponible en librairie, j'imagine. Donc allez donc vous abreuver de la poésie de Gaspard, le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Allez-y. Pardon, mais on recommencera demain. J'ai envie de pleurer, mais je n'y arrive pas. La honte et le dégoût ont pu me pomper mes larmes. Elles auraient été amères, ces larmes. Je sens le goût âpre dans ma bouche qui sèche de plus en plus. Je me presse les paupières. Pas une goutte ne glisse du recoin de l'œil gauche. Quand je chiale, ça commence toujours par l'œil gauche. Pardon, mais on recommencera demain. Qu'est-ce qu'on recommencera demain? À pêcher. Je ne voulais pas vendre la mèche, mais c'est un texte qui, si j'arrive à le terminer, qui peut-être va choquer certains. Je ne dirai pas plus. Alors, il faut rapidement placer les éléments de contexte. C'est la première fois sur le plateau Délivrez-vous que nous lisons un manuscrit. Le texte est en chantier. Je trouve que c'est un honneur que tu fais à ce plateau, à cette émission qui est gérée par toute une équipe. Ça fait longtemps que tu travailles sur ce roman? Ah, je n'ai pas le souffle assez long pour le terminer, mais oui, ça fait un bon bout de temps. Mais je me dis, alors, pour écrire, il me faut des conditions que je n'arrive pas à réunir. Moi, je crois que la création est fille de oisiveté. Je n'arrive pas à être oisif pour terminer le texte. Et je crois que pour créer, il faut avoir l'esprit libre. Il faut ne pas se soucier comme je suis dans les affaires, du débiteur qui tarde à payer ou du client qui tarde à repasser pour confirmer la commande ou bien des soucis de la vie en général. Et moi, quand j'écris, c'est quand j'arrive à m'échapper, à fuir ces difficultés ou les déboires de la vie ou le quotidien. Moi, je pense que pour un écrivain ou un poète, il faut du temps, il faut de la oisiveté. Et la oisiveté, j'en trouve pas toujours, tous les jours. Ton travail te bouffe, mais dans tout ça, tu arrives quand même à nous pondre ceci. Je revois les tables de nuit qui jouxtent la couche à la même couleur grisâtre que la pompeuse sculpture de rose qui joue le rôle de tête de lit. J'étais au beau milieu, j'ouvre les yeux, je n'arrive plus à distinguer les grains de béton qui forment l'ensemble. Je suis raide sur le dos, mes jambes sont ankylosées, ma main gauche n'a pas bougé, elle est encore entre mes cuisses. Mon majeur reste figé sur mon clitoris, endolori et irrité. Malgré cette agréable douleur, il reste encore bandé. La culpabilité n'est pas l'affaire des organes génitaux. Mon clitoris est désormais un muscle à contraction volontaire. Moi, j'adore les deux phrases qui viennent de se suivre. La culpabilité n'est pas l'affaire des organes génitaux. On va déjà s'arrêter là. Faisons de la pédagogie autour de cette phrase-là. Qu'est-ce que Gaspard nous donne à voir? C'est une femme qui parle, hein, pas ça. Oui. Bon, c'est quelqu'un qui, après avoir posé un acte qu'il juge, qu'il estime, qu'il habite, un acte honteux, la honte l'envahit, mais pas son organe. Son organe reste dans la fébrilité de l'action qui a précédé ce moment de honte ou ce moment de culpabilité. Donc, qu'on ait forniqué ou bien qu'on ait commis un adultère, et qu'on se sent coupable, etc. Mais tu vois, l'organe génital après l'acte
continue dans cette béatitude de bien-être qu'il vient de connaître. L'esprit va être plongé dans cette mare de culpabilité, de honte, mais pas l'organe. Là, tu es en train de dire des choses d'une gravité terrible. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre la morale rétrospective et le plaisir du corps. Pas du tout, absolument pas. Donc, le corps n'a rien à voir avec les retours Alors, de conscience. je ne sais pas pour tout le corps, mais l'organe génital, par exemple, après le moment ultime de... Quand on a fini de gicler le truc, que tu sais. Moi, j'aime beaucoup tes précautions de langage. Tu es un prêtre, au fait. Un quoi? Un prêtre? Pas du tout. J'aime tes précautions de langage. Je suis encore pour l'idée que... Faut pas tout dire comme ça. Justement, il peut y avoir des enfants de 12 ans qui regardent, donc il ne faut Oui. pas les choquer avec des mots. Faut- Et il faut, moi je crois qu'il y a une étape dans l'apprentissage de certains mots, de certaines choses dans la vie. Donc un enfant de 12 ans qui regarde, Faut pas tout balancer tout de suite à cet justement, enfant. à Je suis 15 d'accord. ans ou 18 ans, cet enfant saura ce que c'est. Ouais, je suis Bon. tout à fait d'accord. Mais après avoir giclé le truc, on peut déjà être envahi par la culpabilité si on a posé l'acte dans de mauvaises conditions, entre guillemets. Ouais. Je mets 1000 guillemets Ah oui. devant les conditions. Ah oui, surtout. Mais l'organe ne s'évanouit pas pour autant. L'organe est toujours dans cette fébrilité de l'action. Et toujours précédente. avec un dernier goût. Et justement. Alors que son esprit peut être déjà évanoui dans la mare ou bien noyé dans la mare de la culpabilité ou de la honte, par exemple. Et tu as enfoncé le clou quand tu dis « Mon clitoris est désormais un muscle à contraction volontaire L'esprit de la... Alors, c'est une dame qui parle. c'est pas moi. ». Tu prends encore des précautions. La dame s'est sentie coupable. Et peut-être que l'organe devrait, ou bien ce muscle devrait suivre le mouvement de culpabilité dans lequel était déjà plongé son esprit. L'organe devrait suivre, mais l'organe n'a pas suivi. Bon, je vais voir si tu pourras tenir dans les précautions de langage. Je sens encore déferler du dedans de mon sexe le jus de cette jouissance qui me chavire maintenant. Ce tressaillement m'a pris des orteils jusqu'au crâne. J'ai joui pleinement, intensément, c'est vrai, absolu, indescriptible. Mais le plaisir n'aura duré que l'instant de l'orgasme, que l'instant où mon amande a giclé ce volubile liquide tiède. Il se dégouline encore et encore, comme si je continuais à jouir. Ai-je autant juté? Qu'est-ce que tu peux défendre encore? Tu veux que je défende quoi? Je voudrais que tu prennes des précautions de langage encore par rapport à ça. Cette femme-là, elle correspond à ton image de la femme moderne, une femme libre et qui arrive à se dire que dans la transaction sexuelle, elle a le droit d'atteindre plusieurs orgasmes. Ah non, absolument, absolument. Moi, peut-être que mon environnement était machiste, parce que la société est machiste. Malheureusement, hein? Mais, malheureusement, mais je suis pour l'idée d'une égalité au niveau sexuel. Quand je parle d'égalité au niveau de l'acte sexuel, bon, je suis pour l'égalité entre hommes et femmes aussi, de complémentarité si vous voulez. Bon, par cette lutte idiote de certaines féministes qui voudraient mettre face à face, dos à dos, l'homme et la femme, je suis pour l'égalité des chances, des possibilités. Et je suis pour... parce que, bon, de toute façon, si on devrait parler d'égalité, la balance se pencherait du côté de la femme parce qu'il est scientifiquement prouvé que la femme est plus intelligente que l'homme. Ouais. Donc, pourquoi Ah elle bon? pourrait... C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Ah, ils nous ont devancés. Ah non, certainement. Depuis Mais très bravo, longtemps. hein, mesdames, hein, bravo. Hein. Non, mais non, c'est scientifiquement prouvé que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Et c'est pas une concession que je leur fais, c'est un Mais qu'est-ce fait. qu'on a fait, Gaspard, pour occuper à ce point les devants de la scène? On ne l'a pas toujours occupé. Hein. Oui, c'est vrai, on a eu Si- avant des sociétés matriarcales. Justement, si on accepte l'idée qu'on est le fruit d'une certaine évolution, il a été prouvé dès le départ que ce sont les femelles qui gouvernaient, qui dirigeaient, qui donnaient. Quand on était des primates, c'est les femmes qui dirigeaient. Ouais.
Maintenant, les il femmes faut- qui donnaient les ordres. Les ordres. Par exemple, quand dans nos premières formes de vie, et, le jeune mâle devrait laisser sa famille, et être accueilli dans une autre famille. C'est la femelle, la doyenne de la tribu qui pouvait donner son accord pour l'intégration d'un nouveau venu dans la tribu, dans la troupe. C'est la femme qui dirigeait. Ah ouais. Et Mais ce que tu dis est tellement vrai que dans l'histoire de l'art, les premières statuettes sont des femmes. Parce que les femmes représentaient déjà sur la préhistoire la fertilité, maintien de la vie. la chef. Ah ben, à un moment, malheureusement, le phallus a émergé. Comment peut-on, si tu permets la question, détrôner le phallus? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est dommage. Parce que de toute façon, je ne pense pas que l'on serait à ce stade-là, à ce niveau de vie, si la société était plutôt matriarcale. Moi, je crois que, je répète, Jean-Jean Roosevelt, il faudrait donner le monde aux femmes parce que moi, j'estime que les hommes ont échoué. Et c'est pourquoi c'est une femme qui parle sous mon clavier. Pardon, mais on recommencera demain. Est-ce que tu n'as pas peur de tes lecteurs, Gaspard d'Aurélien? Alors, la meilleure façon d'écrire, c'est de tuer le lecteur dans sa tête. Quand on n'écrit pas pour faire plaisir nécessairement au lecteur. Parce que l'acte d'écrire, ce n'est pas une communication. Quand je parle au niveau littéraire, c'est une expression. C'est on une, écrit. C'est une performance. Justement, on écrit pour s'évaluer, pour se faire plaisir, pour se masturber, etc. Mais on n'écrit pas nécessairement pour communiquer. Donc, si on communique, on doit tenir compte du récepteur comme émetteur. Mais quand on écrit, la meilleure façon d'écrire est de pouvoir faire exploser et ce qui bouillonne en soi. Il faut faire abstraction du lecteur. Moi, je l'ai fait. De temps à autre, je me dis, si ce livre tombe sous les mains de puritains, qu'est-ce qui va se passer? D'une certaine touche, ou qu'est-ce qu'il va dire? Mes confrères chrétiens, ils vont penser quoi? Mais j'arrive des fois à faire l'abstraction. Mais peut-être qu'on va t'excommunier. Et heureusement, je ne suis pas catholique. Je suis catholique. Mais est-ce que tu n'as pas peur, Gaspard d'Aurélien, non pas du lecteur type en tant que tel, mais du regard de la bonne société? C'est une société qui refuse que du langage soit mobilisé sur les élans du corps. Absolument. Cette partie-là, ou bien ce côté-là, je l'ai absolument et complètement rayé. La société, je m'en balance comme de l'an 40. Absolument. Je n'y pense même pas. Mais tu as aussi des préoccupations sociolinguistiques, on va dire, Gaspard d'Aurélien, par rapport à ce qui se passe maintenant dans l'actualité, au Parlement, par rapport aux Français, par rapport aux créoles, des phrases qui partent un peu dans tous les sens. Quel est ton regard sur nos pratiques sociolinguistiques en Haïti, surtout au sommet de l'État? C'est un problème épineux, et parmi tant d'autres que nous avons, mais c'est un problème historique, c'est le résultat d'une exclusion planifiée. On a rapporté que Boyer aurait dit que la massification de l'éducation, de l'enseignement est source de révolution. Et peut-être que tous les idiots qui ont suivi Boyer, je me permets ce terme, tous les imbéciles qui ont suivi Boyer, ont perpétué cet idéal. Ne pas massifier l'éducation pour empêcher au peuple de se révolter. Mais justement, si le peuple était mieux éduqué, il y aurait des manifestations tous les jours dans les rues pour exiger de l'État de meilleures conditions de vie. Qu'on ait un corps de pompiers en lieu et place des véhicules à 160 000 $ qu'on achète. Mais oui, sur ça on est d'accord. Par exemple, pourquoi un ministre ne pourrait pas, je vais faire de la publicité gratuite, pourquoi un ministre ne pourrait pas avoir comme véhicule de service un Tucson, un Hyundai Tucson? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi un ministre devrait avoir un véhicule à 180 000 $ pendant qu'on est dans un pays pauvre? Toute la République, moins d'une demi-douzaine de camions pompiers. On vit dans une insécurité constante. Donc, pour revenir à la question de la langue, c'est
cette exclusion planifiée de ne pas investir assez dans l'éducation qui donne un peuple aussi résigné, qui donne un peuple qui peut être, qu'on utilise à bon escient ou à mauvais escient pour ses besoins politiques et qui ne sait pas revendiquer pour ses besoins primaires comme la santé. C'est absurde qu'on ait... Par exemple, on vit dans une insécurité constante, peut-être qu'on n'en est pas conscient, que beaucoup ne sont pas conscients, mais en Haïti, un simple accident, on peut mourir d'un simple accident, on peut mourir d'une simple fièvre. Ouais, la moindre pécadille de santé peut nous amener à la tombe. Justement. On n'a pas d'hôpitaux sérieux. Et tout le monde est content au palais national. Et moi, j'ai honte de ceux-là qui ont les moyens d'avoir... Par exemple, je demande dans la bourgeoisie, ceux-là qui ont... comment on dit déjà, pignon sur rue? Ils ont pignon sur rue. Pignon sur rue. C'est Daniel Laferrière, je crois, qui a bien campé. Ouais, une excellente allégorie. Allégorie de la bourgeoisie ou bien de ceux-là qui possèdent en Haïti. Ils sont dans un avion, ils sont en classe première et il y a une bombe dans l'avion et ils pensent que... Il y a une bombe dans la classe économique. Ils pensent que si la bombe explose, seulement ceux-là qui sont en classe économique vont être affectés. Eux qui sont en classe première ne seront pas affectés. Même si... C'est bien compté, mal calculé. Même si moi, ou toi, ou beaucoup de gens de notre catégorie ne pourraient pas fréquenter, par exemple, leur hôpital, mais ils pourraient avoir des hôpitaux pour eux. Bon. Bref, tout ça pour dire que la question linguistique est tout d'abord liée à une planification d'exclusion de la massification de l'éducation. Maintenant, quand on a commencé, par exemple, sous Geffra, à faire beaucoup d'efforts au niveau de l'éducation, mais c'était surtout du côté de l'éducation privée, de l'école privée. C'est avec Geffra qu'on a eu la venue en Haïti des écoles congréganistes, les frères de l'instruction chrétienne, etc. Mais jusque-là, la question de la langue ne s'était jamais posée. Parce que c'est un non-sens, c'est pas une opinion, c'est la science qui le dit. La meilleure façon de faire la transmission des connaissances, d'enseigner... C'est dans la langue maternelle de l'apprenant. C'est dans la langue maternelle, la langue usuelle, la langue que comprend l'haïtien. Mais quand on utilise, par exemple, le français comme langue d'enseignement, ce qu'on a fait jusqu'en 1979, c'est avec la réforme de Bernard qu'on a introduit le créole comme langue officielle et comme langue d'enseignement. Et même là encore, son application n'a pas été complète. La réforme de Bernard a contré l'opposition de faux intellectuels ou de réactionnaires qui voulaient que le peuple reste croupi dans son ignorance. Pourquoi? Ignorance comment? L'éducation, la connaissance ne peut pas passer dans une langue que la personne, l'apprenant ne maîtrise pas. Mais à ce moment-là, Gaspard, le français n'est même pas un outil de communication. C'est une arme d'installation sociale. Exactement. Nous sommes dans une diglossie. Non, on n'est vraiment pas un pays bilingue. C'est un pays diglotte où deux langues sont en présence, mais l'une est supérieure par rapport à l'autre. On n'a pas de politique linguistique par rapport à la question de la langue. C'est une absurdité de... Moi, j'ai vécu ça. Tu as peut-être vécu ça aussi. Tu es puni parce que tu parles ta langue à l'école. Ouais. Il y avait le jeton à mon école primaire. J'ai connu ça aussi, mais même pas au niveau primaire, même au niveau secondaire. Mon ami Bernice Ilias m'a rapporté que dans une école à Miragouane, il a vu écrire sur la cour de l'école, il est formellement interdit de parler le créole à l'enseigne de cette école. Bon. C'est un non-sens, c'est une absurdité terrible. Parce que quand on rejette, quand on dit non au créole, on ne dit pas seulement non à un médium de communication. On dit non à ce qui définit on un dit peuple. Non à notre identité. Ouais. On se rejette aussi. Ça, c'est du point de vue sociologique, identitaire. Mais du point de vue pédagogique, didactique, on ne peut pas faire la transmission d'une connaissance avec une langue que l'apprenant ne maîtrise pas. Ça fait un double exercice, et pour l'acquisition du savoir, et pour la compréhension de la langue. Et c'est pourquoi ça ne passe pas.
Gaspard, on aurait pu en parler pendant des heures, mais l'émission a malheureusement un timing. J'étais enchanté de te recevoir sur ce plateau. Moi aussi. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Quand Pardon, mais on recommencera demain, sortira. J'espère. J'espère que j'aurai le souffle assez long pour le terminer. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre cette émission. Gaspard d'Aurélien était donc sur le plateau avec Kadji Rolf en liminaire. Merci de continuer à charbonner votre intelligence. Restez toujours dans le gadon bonheur. Merci à l'équipe technique qui me permet de réaliser cette émission. Ella Guito, Emmanuel, Alphonse, Émilie pour le maquillage, la lumière. C'est une belle équipe qui vous propose ce produit télévisuel. Restez toujours dans le bonheur, dans le monde. Il doit y avoir 2 Z, des livres et vous.